Bonjour à tous, bonjour Frédéric. Bonjour. Notre invité aujourd'hui, c'est Harold Huvar, vice-président de la région Centre-Val de Loire, chargé de l'économie sociale et solidaire et de l'agriculture. Harold Huvar, bonjour. Bonjour. Alors, tout d'abord, un petit portrait, c'est la tradition dans cette émission. Vous avez 34 ans, vous êtes diplômé de l'ENA, promotion Émile Zola, mais également de Normal Sup Ulm. Vous connaissez bien les ministères puisque vous êtes actuellement conseiller social auprès de Michel Sapin à Bercy. Vous avez été conseiller à Matignon auprès de Jean-Marc Ayrault quand il était Premier ministre et encore auparavant conseiller pour la fonction publique au cabinet de Marie-Lise Lebranchu qui était alors ministre de la réforme de l'État. Localement, en plus de votre vice-présidence de la région, vous êtes le président du PRG, Parti radical de gauche en Eure-et-Loire, conseiller municipal de Nogent-le-Rotrou et délégué à la communauté de communes du Perche. Vous vous êtes mis assez tôt dans les pas de votre père, François Huvar, ancien ministre et ancien vice-président également de notre région. Ainsi, en 2012, vous avez été investi par le PRG et Europe Écologie Les Verts pour les législatives de juin. Dans la 3e circonscription d'Eure-et-Loire, mais battue par une certaine Laure de la Rodière, candidate de l'UMP, celle-là même qui avait battu votre père en 2007. Et enfin, vous avez une page Facebook qui est assez bien alimentée et assez à jour, on peut le dire. Je l'espère, en tout cas... Si c'est là que vous avez trouvé vos informations, elles sont exactes. Voilà, et puis j'imagine un compte Twitter et que vous êtes assez fan des réseaux sociaux. Ah non, je n'ai pas de compte Twitter. Vous ne tweetez pas? Non, c'est trop court pour dire des choses sérieuses. D'accord. Frédéric ? Une première question, Harold, sur la primaire de la gauche qui s'annonce, le renoncement d'abord de François Hollande, avoir votre sentiment sur la question. Et puis, est-ce que vous êtes candidat vous-même à la primaire de la gauche, à la primaire citoyenne? Parce que tout est ouvert, tout est possible. Alors, si vous pouvez nous annoncer un scoop, là, aujourd'hui, peut-être. Ah non, je suis un des rares à ne pas être candidat à la primaire. Bon, alors, et concernant le renoncement de François Hollande, c'était la bonne décision à prendre, selon vous? Moi, je ne sais pas. J'ai tendance à regretter cette décision, en réalité. Je pense qu'un chef de l'État, de toute façon, avait vocation à défendre son bilan et à porter un projet. Je pense qu'il aurait pu le faire, malgré les oppositions qu'il aurait rencontrées. Mais dans la vie, les oppositions, ça existe. Le débat, ça existe. Les convictions, ça existe aussi. Et il faut savoir les porter et les défendre. Après, je constate que son retrait offre une chance à la gauche et en même temps constitue un risque. Le risque, c'est la multiplication de candidatures de la part de candidats qui n'ont pas forcément l'envie réelle d'être président de la République, mais qui sont là pour figurer, porter un message. Préparer le futur congrès du Parti Socialiste. Préparer le futur congrès du Parti Socialiste, préparer 2022, 2027, que sais-je encore. Et les législatives éventuellement aussi. Et les législatives peut-être, mais enfin, toutes choses qui n'ont pas vraiment de lien avec le sujet. Et la vraie opportunité, mais qu'il faudra saisir, c'est celle du rassemblement. Je pense qu'à partir du moment où le chef de l'État ne se présente pas, il faut réfléchir sur comment permettre ce rassemblement le plus large possible, qui est la seule façon de permettre aujourd'hui à tous ceux qui ne se reconnaissent ni dans Marine Le Pen, ni dans le programme de François Fillon, de conserver une chance de défendre leurs idées, leurs droits sociaux et leur vision de la France, du service public, de la République. En parlant d'union, est-ce que vous pensez que Jean-Luc Mélenchon et Emmanuel Macron doivent se soumettre à cette primaire citoyenne qui s'ouvre? Je pense qu'ils le devraient, je ne pense pas qu'ils le feront, mais je pense que les électeurs conservent de toute façon toute la liberté qui est la leur de juger du comportement et des stratégies des uns et des autres et à la fin de prendre la décision qui convient. Surtout qu'on l'a vu avec la primaire de la droite, un outsider peut tout à fait sortir de cette primaire. Donc pourquoi ne pas... Il est vrai qu'en ce moment, on n'est plus sûr de rien. Mais il n'y a qu'une chose qui soit ferme et qui soit certaine, c'est ce en quoi on croit. Et c'est ça qu'il faut défendre. Plus l'incertitude est grande, plus la conviction doit être forte. Alors vous disiez François Hollande ne pourra pas défendre son bilan. Toutefois, Manuel Valls, son Premier ministre depuis 2014, pourra lui défendre tout au moins une partie du bilan. Comment vous voyez sa candidature? Alors, moi je préfère préciser tout de suite que je suis radical de gauche, donc nous n'avons pas encore pris de décision. Nous étions très sceptiques sur l'idée de la primaire, dans la mesure où il y avait la probabilité d'une candidature du président de la République. Dès lors qu'il y a nécessité de se rassembler, on peut réfléchir
et en tirer un certain nombre de conséquences. Il le faut, c'est le moment. S'agissant de Manuel Valls, moi je ne crois pas qu'il y ait de candidat naturel, parce que chacun a son passé, chacun a par le passé pris des positions. Je pense qu'il est légitime qu'il soit candidat. Voilà, mais En tant que Premier ministre sortant, c'est ce que vous voulez dire? en tant que Premier ministre sortant, mais je pense que pour le coup, par exemple, pour moi qui suis radical, je soutiendrai une candidature radicale au sein de la primaire. Alors, l'actualité, on va un peu changer de sujet, on va parler de l'actualité du Conseil régional, c'est aussi l'actualité de bon nombre de collectivités territoriales en ce moment, c'est le vote des budgets pour 2017, des budgets toujours plus contraints, difficiles à faire, hein, difficiles à boucler, dans une période de crise économique très importante, de baisse de dotation de l'État, etc. Pour ce qui concerne le Conseil régional, ça va être discuté, débattu la semaine prochaine, les 15 et 16 décembre. Une part importante va être consacrée au développement économique, au soutien à l'agriculture aussi, qui a énormément souffert cette année, on va y revenir. Est-ce que la région Centre-Val-de-Loire va être au rendez-vous, non seulement des promesses, mais aussi des compétences qui sont désormais attendues d'elle, à savoir le développement économique et le soutien aux entreprises, etc. Alors absolument, je crois que je laisserai évidemment François Bonneau en faire lui-même la présentation, puisque ce rôle lui revient. Mais le sentiment que j'ai et ce qu'on a fait depuis un an, c'est très simple. La région, comme toutes les collectivités de France, subit une baisse de dotation. Pour nous, c'est moins 18 millions d'euros. Mais contrairement à d'autres collectivités qui, depuis maintenant plusieurs années, reprennent à l'envi un discours qui ronronne sur « il n'y a plus d'argent », il n'y a plus de dotation, il ne faut plus, on ne peut plus porter de projets nouveaux. Nous n'avons pas ce discours-là. Je pense qu'il y a des priorités, il y a des choix à faire, il y a des économies à faire sur un certain nombre de choses. La région fait des économies importantes et elle finance des priorités nouvelles. Et parmi ces priorités nouvelles, il y a son rôle, sa responsabilité économique, agricole, qui va être fondamentale, puisque la loi la désigne comme la responsable du développement économique et agricole sur le territoire. Et là-dessus, ce que je constate, n'étant pas socialiste, j'ai sur tous ces sujets une grande neutralité et du coup une parfaite objectivité. C'est que François Bonneau a quand même pris des choix très clairs en faveur de l'emploi et des entreprises, a assumé un virage important et qui va se traduire par une augmentation considérable du budget économique de la région. Et ça, c'est une excellente nouvelle parce que ce n'est pas une rupture par rapport au passé, mais c'est clairement un changement d'échelle par rapport à tout ce qui se faisait jusqu'ici. RCF, la joie se partage. Vous écoutez Agora sur RCF Loiret en partenariat avec MacCentre et nous sommes aujourd'hui en compagnie d'Harold Huvard, vice-présidente de la région Centre Val-de-Loire chargée de l'économie sociale et solidaire et de l'agriculture. Et justement, nous parlions économie, Frédéric Sabourin. Oui, sur l'agriculture, vous financez la région Centre, un audit actuellement très important en lien avec la préfecture et tous les services concernés sur l'état de l'agriculture et des agriculteurs dans la région Centre Val-de-Loire. Ils ont énormément souffert. On ne va pas revenir sur toutes les calamités agricoles qui ont eu lieu cette année. Il y a des situations, là il faut le dire franchement, clairement, les auditeurs le savent, mais il faut le répéter, des situations absolument dramatiques, avec même des suicides d'exploitants agricoles, des situations financières, économiques, sociales qui ont dépassé ce qui peut être imaginé. Vous êtes saisi du problème. Comment est-ce qu'on peut sortir de là? On parle de reconversion de certains agriculteurs, c'est pas simple, comment ça va se passer, comment est-ce qu'on fait pour identifier des agriculteurs qui sont en difficulté et c'est pas forcément le réflexe qu'ils ont en premier, mais de demander de l'aide, etc. Comment est-ce que vous arrivez à ça? Cet audit, il va servir à quoi? Comment ça marche? Alors l'idée, le réflexe de la région, ça a été de dire la priorité, l'urgence absolue, c'est après la moisson de permettre à l'ensemble des agriculteurs, notamment ceux qui sont en difficulté, d'aller à la rencontre des banques parce qu'il y a un problème de trésorerie immédiat qui va se poser dans les meilleures conditions possibles. Et donc de financer un accompagnement des audits avec des experts de la Chambre d'agriculture, des experts comptables qui permettent aux agriculteurs d'arriver devant leurs banquiers avec les bons arguments pour négocier au mieux un étalement de dette, une avance de trésorerie, tout ce qui permet d'éviter le dépôt de bilan, la fermeture. Au-delà de ça, on a aussi financé avec la Chambre d'agriculture des audits plus stratégiques, avec l'idée de réfléchir sur le modèle de l'exploitation, quelles conséquences on doit tirer de la crise sur l'ensemble de l'activité de l'exploitation agricole.
parce qu'on voit bien qu'il y a des choses qui ne marchent plus, il y a des erreurs d'investissement qu'il ne faut plus faire. Et donc, on sait bien que les agriculteurs ne vont pas spontanément se présenter ni à la Chambre d'agriculture et encore moins devant des pouvoirs publics pour leur demander des aides. Ça n'est pas leur habitude, pas leur tradition. Le risque, c'est plutôt qu'ils s'isolent et que, isolés dans leurs difficultés, ils en viennent à commettre des erreurs ou pire, des actes irréparables, et c'est toujours un drame. Donc là-dessus, la mission qui est celle de l'ensemble des chambres, c'est de suivre, d'aller frapper aux portes, d'aller démarcher les exploitants pour les aider. Et la réponse, elle est dans la mobilisation collective de l'ensemble de la filière. On pense aux filières courtes, par exemple. Alors, tout le monde est... La particularité de 2016, c'est que toutes les filières et tous les niveaux d'exploitation sont impactés. Parce que l'on soit éleveur, céréalier ou qu'on soit sur une filière courte... Ou même viticulteur. Ou viticulteur, dès lors qu'on a investi, quand on a une année sans revenu, les choses sont très compliquées. Et donc, du coup, la priorité, et ce sur quoi on travaille, c'est une mobilisation globale qui est celle qu'ont lancé les coopératives, la MSA, les banques régionales comme le Crédit Agricole. Il faut voir que les pouvoirs publics, face à des pertes qui sont estimées à plus d'1 milliard d'euros sur la région centre, les pouvoirs publics, ils n'auront jamais les moyens financiers avec de l'argent public de combler ces pertes. Donc c'est vraiment par un travail, une mobilisation du crédit. Il y a quand même énormément d'argent qui circule dans l'économie aujourd'hui. Les taux de crédit sont à 1%, 0% selon les cas. Donc c'est par la mobilisation des circuits de crédit, la mobilisation de l'ensemble des acteurs économiques qu'on arrivera à avoir une vraie solution. C'est sur quoi on travaille. Et je pense que pour le coup, la profession, le monde agricole est quand même bien organisé pour faire face à des coups de tabac de cette ampleur. Ça ne nous exonère pas d'une réflexion à plus long terme sur le modèle agricole et ses évolutions, mais en tout cas, s'agissant de la crise agricole aujourd'hui, je vois ça dans les différents départements, ce sont d'abord les cas, les personnes les exploitations en difficulté qui sont prioritairement traitées. Il y a quelques autres personnes qui sont identifiées, que nous accompagnons, mais globalement, c'est pour l'instant, ce n'est pas l'afflux de dossiers auxquels on s'attendait. Donc, ce qui est la preuve aussi que des solutions de trésorerie sont trouvées, et ce qui est quand même aussi la preuve qu'il faut être vigilant et aller chercher les agriculteurs là où ils sont quand ils sont en difficulté. Je vous parlais de la filière courte parce que, par exemple, est-ce que les chefs d'établissement dans les lycées, est-ce que les cantines sont approvisionnées vraiment avec des producteurs locaux? Est-ce qu'on peut mieux faire? Quelle est la réflexion sur ce thème-là précisément? Alors c'est une des attentes fortes des agriculteurs. Moi je vois dans le Perche, quand je parle aux éleveurs, ils se disent mais au fond... pourquoi je ne vendrais pas mes produits au collège d'à côté? Au collège ou au lycée d'à côté et tout ça. Alors la réponse, et de fait, c'est pas toujours le cas, comme vous savez. Et pourtant, c'est énorme. C'est 95 000 repas servis chaque jour. Ce sont des dizaines de millions d'euros de marché qui sont passés. Donc c'est un enjeu fondamental. Jusqu'ici, il n'y a pas eu énormément de progrès. Beaucoup de discours, pas beaucoup de résultats. Mais ce qui a été fait, c'est de structurer des groupements de commandes qui sont portés par les lycées de la région, qui associent derrière des collèges, des établissements hospitaliers, des structures publiques, de la restauration collective, et qui cherchent à passer des appels d'offres qui soient compatibles avec l'offre locale. J'ai eu lundi encore à Chartres, à la Chambre d'agriculture, une réunion. On avait réuni environ 80 producteurs locaux. Il y a une vraie volonté d'aller vers ça. Et aujourd'hui, la chance qu'on a, c'est qu'en 2017, on renégocie l'ensemble des marchés publics, des groupements de commandes qui ont été créés il y a 3 ans. Et donc le travail qu'on a entamé, c'est vraiment la construction des marchés publics, des groupements de commandes des lycées, des collèges, en fonction et en lien avec les producteurs locaux, de façon à ce qu'ils puissent répondre à la commande. Ça demande plus de souplesse. Les producteurs disent que l'obstacle, par exemple, c'est que les menus des collèges, des lycées, ils sont fixés 6 semaines à l'avance. Or, on ne peut pas savoir ce qui va sortir de on ne terre. peut pas savoir avec précision. Avec 6 semaines à l'avance si on peut répondre à la quantité précise demandée. Il y a aussi des sujets, par exemple la viande. C'est aussi au collège, au lycée de faire attention parce que tout le monde veut du paleron,
Tout le monde veut du blanc de poulet, or on ne peut pas abattre une vache ou un poulet uniquement pour vendre de blanc ou 2 kilos de paleron, alors qu'une vache fait quand même peut-être 100 kilos. Quand même Ça très veut dire concrètes, une on voit. adaptation de part et d'autre Ça qui veut est dire nécessaire. de l'adaptation, mais aussi de la part des établissements publics, des établissements scolaires, la prise en compte d'une souplesse nécessaire et surtout une démarche où on arrive à convaincre les élèves que même quand il y a un self, on peut avoir de la bonne cuisine avec toutes sortes de produits et pas uniquement avec du beefsteak haché, parce que derrière il y a du gaspillage dans les selfs. Et c'est ça aussi qui fait la difficulté de l'opération. Il y a des collectivités qui luttent contre ça. Absolument. La plupart. Oui. Et puis un travail de coordination entre lycées où on s'arrange pour que la commande porte sur tous les différents aspects et toutes les différentes catégories de produits, parce que sinon il n'y a pas d'équilibre économique pour le producteur. Voilà, pour l'agriculture, on va changer de sujet parce qu'il y en a beaucoup qu'on voudrait aborder avec vous, Harold Huvard, notamment la filière automobile, et on l'a vu là avec Ibiden ces derniers jours. On voit que la pression des salariés a fait que la délocalisation en Hongrie ne se fera pas. Donc ça, c'est important actuellement de soutenir la filière automobile, et comment la région là aussi peut intervenir. Alors la région, alors sur le coup, François Bonneau a une réaction immédiate et assez forte, de même que l'ensemble des pouvoirs publics. Ce type de décision qui arrive à un coin de rue sans préavis et très lointaine, la prise de décision est absolument. Là. Mais ça, c'est aussi le problème dont on souffre dans cette région, c'est qu'on a un grand secteur industriel, mais il est piloté. Les centres de décision sont lointains. Il est à Paris ou ailleurs en Europe, parfois à l'étranger, et donc on manque de groupes régionaux, d'entreprises régionales, de banques régionales, de réseaux régionaux. D'ailleurs, c'est un des enjeux de la politique économique qu'on met en œuvre aujourd'hui depuis un an en région. Mais sur l'aspect automobile, donc, il était nécessaire quand même que les pouvoirs publics disent les choses franchement, et il faut toujours rappeler quand même que quand il y a un plan social qui s'esquisse comme ça, derrière, c'est l'argent public qui va financer l'indemnisation des chômeurs, la formation, le reclassement. Donc l'État... Oui, et puis là, ça concernait quand même 300 personnes. Absolument. Et donc l'État, la puissance publique, est habilité à dire à ces entreprises qu'elles ont leur part de responsabilité et qu'elles ne peuvent pas tout faire, parce que sinon l'État et la puissance publique prendra ses responsabilités aussi, y compris contre ces entreprises. Donc il y a une discussion nécessaire qui s'engage. C'est ce qui généralement génère des annonces un peu intempestives, suivies de reculades, mais il faut rester vigilant jusqu'au bout, parce qu'il y a une logique économique qui est à l'œuvre dans certains groupes et contre laquelle il faut lutter. Et en tout cas, là, pour le coup, ce dossier était indéfendable. Le soutien à l'économie, au développement économique, c'est aussi, on n'en parle peut-être pas assez, le soutien à l'innovation. On le voit avec différentes soirées organisées par le Conseil régional et les chambres consulaires sur les entreprises innovantes. Il y en a eu une dans le Loiret récemment, il y en aura une en Loir-et-Cher la semaine prochaine, il y en a eu à Châteauroux, etc. Parce que cet argent public, ce soutien, il sert à aider quand il y a des gros problèmes, mais il sert aussi à soutenir l'investissement, l'innovation. Oui. Il faut le dire aussi, ça. Alors, l'idée des rencontres... Est-ce que c'est vraiment obligé parce qu'on a l'impression que l'innovation, c'est le dernier mantra qu'il faut absolument se répéter tout le temps pour aller mieux, mais c'est la solution c'est des choses très simples. Là, on a la région avait promis d'augmenter les aides, de doubler les aides à l'innovation. Bon, c'est chose faite, puisqu'on est passé de 10 à 20 millions d'euros d'aide à l'innovation. Et l'enjeu, c'est quoi ? Il y a énormément de projets, par exemple, numériques. On sait que les entreprises qui prennent le virage du numérique, soit le e-commerce, soit le marketing, soit dans les processus, soit même dans l'industrie, la modernisation des équipements ou dans la digitalisation de tout un tas de process, elles augmentent de 40% leur chiffre d'affaires. C'est là qu'il y a les marges aujourd'hui. Est-ce qu'elles créent des emplois ? Elles créent des emplois. C'est ce que demandent toujours les gens, parce que le numérique, ça ne va pas toujours de pair avec la création d'emplois. Là-dessus, ma position, elle est très simple. Je comprends qu'il y ait des débats sur le CICE, les baisses de charges, parce que ce sont des aides qui arrivent en fin d'année, en fin de résultat, en fin de bilan. Bon. Mais les aides régionales, c'est ça qui permet de lancer les projets. Si demain, il n'y avait pas d'aide à l'innovation, d'aide aux projets d'investissement de la région, il n'y aurait pas, derrière les banques ne suivraient pas, parce que toutes les entreprises n'ont pas les fonds propres, la trésorerie pour investir. Sans les aides régionales et sans la BPI qui suit les aides régionales, les autres banques ne suivraient pas et il n'y aurait pas de projet d'investissement, et notre industrie en région,
deviendrait très vite vieillissante. Elle l'est déjà dans certains secteurs. Et notre responsabilité, c'est de tout mettre en œuvre, y compris des moyens publics, pour que notre tissu industriel se renouvelle, que l'ensemble des secteurs se renouvellent. Tous les secteurs peuvent se renouveler, hein, même l'électronique, même le textile. Mais pour ça, il faut des moyens. Et pour ça, il faut avoir une vision claire des marchés et des perspectives. RCF, la joie se partage. C'est toujours Agora sur RCF Loiret en partenariat avec Maxent, je vais y arriver. Et nous parlons économie au sens large du terme avec Harold Duvart, vice-président de la région Centre-Val de Loire, chargé de l'économie sociale et solidaire et de l'agriculture. Alors justement, François Duvart, fallait que je le dise une fois, Harold Duvart, à propos d'économie sociale et solidaire, là le mois de l'ESS vient de se terminer, c'était en novembre. La région est fortement impliquée. Est-ce qu'on peut déjà tirer un bilan ? Alors, il y a un bilan qui a été fait puisque la CRES, la Chambre régionale de l'économie sociale et solidaire, s'est réunie. Et donc, notre objectif, la chance qu'on a en région, c'est qu'il y a un vrai réseau d'économie sociale et solidaire qui est en train d'émerger, une vraie volonté, notamment en milieu rural. Et l'enjeu qu'on a aujourd'hui, c'est que il y a eu une nouvelle loi qui a été portée par le gouvernement en 2014 qui met en place tout un tas d'outils nouveaux juridiques, des coopératives d'activité, d'emploi, tout un tas de cadres alternatifs à la société anonyme classique, à capital privé, qui permettent donc d'avoir des nouvelles formes de l'innovation sociale, des nouvelles formes d'entreprise qui permettent plus de solidarité, de mettre en commun des moyens, de sécuriser des choses. Les SCOP, qui se développent beaucoup, des unions de SCOP, puisque la région aide aussi les salariés qui décident de passer en SCOP et qui décident de racheter leur entreprise. Elle les aide à racheter les coopératives. Quand ils décident de passer en coopérative et de racheter leur entreprise, la région les aide. Pour 1 euro investi par les salariés, la région rajoute 1 euro pour doubler les actions détenues par les salariés. C'est des initiatives essentielles parce que c'est beaucoup d'emplois, c'est de l'emploi non délocalisable, c'est de l'emploi de l'activité économique qui résiste à la crise. Et donc nous sommes dans une démarche où on veut moderniser un peu ce secteur, avoir des mutuelles, des coopératives qui soient dynamiques dans tous les secteurs, y compris dans des secteurs industriels, de services, des groupements d'employeurs. Il y a là énormément de foisonnement avec une nouvelle génération de jeunes, de trentenaires qui ont une autre vision de l'économie, une autre vision du projet, qui cherchent aussi à se financer avec du financement participatif. Vous savez, hein, on porte un projet sur Internet, on fait un appel aux dons, les gens vous apportent de l'argent et il faut donc le sécuriser, faire en sorte que ce soit efficace. Ça fait partie des choses les plus innovantes qu'on fait aujourd'hui et il est important que la région soit pilote là-dessus. Sur l'économie verte qui va fournir les emplois de demain, cette économie verte, elle est étrangement absente des débats, notamment absente des débats des primaires de la droite. Là aussi, qu'est-ce que la région peut faire pour booster ces emplois verts ? Vous savez, les débats de politique qu'on a tous les jours, l'essentiel des grandes problématiques que l'humanité ou la France affronte n'en font pas partie. Hein. On se concentre généralement sur le plus petit bout de la lorgnette, les choses les plus insignifiantes, et généralement, donc, ça n'a effectivement pas d'intérêt. Donc il ne faut pas se fixer là-dessus. Par contre, dans la politique régionale, nous, on a mis une véritable priorité sur le développement durable, sur l'économie circulaire. Il faut qu'on voit bien que même si la crise a fait que les gens sont moins sensibles aux questions d'environnement et plus aux questions de pouvoir d'achat, d'emploi immédiat, il faut quand même prendre en compte le fait que notre économie, notre planète, nos ressources ne sont pas infinies, que la notion de croissance elle n'est pas forcément acquise dans les années qui viennent, que la transition écologique, le changement climatique va nous obliger à une quantité d'investissements considérable et qui peut tuer notre économie si nous ne les anticipons pas, si nous ne les préparons pas, et que c'est donc aujourd'hui qu'il faut avoir une vision claire des investissements à mener pour que notre économie consomme moins de ressources, pour qu'on fasse plus de recyclage, pour minimiser les déplacements, pour avoir une gestion des déchets qui soit plus performante. Donc tout ça, utiliser des matériaux qui soient plus respectueux de l'environnement derrière, tout ça c'est une part fondamentale de la politique qu'on doit mettre en place. Et d'ailleurs dans les aides de la région, il y a toujours
un aspect développement durable qui permet d'augmenter l'aide, qui est pris en compte et qui fait qu'on aide plus fortement les entreprises qui ont vraiment un projet qui soit viable et soutenable dans le temps. Une dernière question rapide, Frédéric. Oui, très rapidement sur aussi le ferroviaire, justement les modes de déplacement un peu écologiques, mais gros coup de chauffe là récemment entre la région Centre, Val-de-Loire et la SNCF sur les retards. Hein. Vous avez mis 210 millions d'euros pour la ligne Paris-Chartres, Le Mans notamment. Puis il y avait des retards à répétition qui empoisonnent la vie des gens. Absolument, oui. Voilà, comment ça s'est passé pour justement, il va y avoir un système d'indemnisation Il y a plusieurs choses. La région a renouvelé, la ligne par exemple, les lignes TER de la région étaient décrites comme malades, notamment la grande ligne de Jean-le-Rotrou, Chartres, Paris, qui concentre 42% du trafic TER de la région, avec des milliers et des milliers, plus de 15 000 voyageurs tous les jours. Donc des investissements considérables ont été consentis par la région, 200 millions d'euros pour des nouvelles rames plus efficaces qui avaient des dispositifs et qui sont dotés de dispositifs antidérapants puisqu'à chaque automne, la SNCF nous dit que c'est les feuilles mortes qui se ramassent à l'appel, mais pas tant que ça. Absolument, que c'est les feuilles mortes qui bloquent les trains et qui décident des retards. Donc ces trains, ils sont dotés de dispositifs antidérapants. Il n'y a plus aucune raison pour considérer qu'on ait les mêmes niveaux de retard qu'auparavant. Donc la région a décidé deux choses. D'une part, de déclencher des sanctions dans le contrat avec la SNCF, puisque dans le dernier contrat qui avait été négocié avec la dernière convention TER avec la SNCF, François Bonneau avait négocié âprement, mais la possibilité de déclencher des sanctions dès qu'il y avait plus de 15% de retard. C'est le cas, donc des sanctions ont été déclenchées. La SNCF devra rembourser 30% des abonnements. Et pour le reste, nous avons posé un certain nombre de questions très précises à la SNCF, des questions techniques sur pourquoi on est toujours avec le même problème de feuilles mortes en automne. Ce qui n'est quand même ni une nouveauté, ni une surprise. C'est ce qu'on appelle un marronnier dans le journal. Voilà. Absolument. Et c'est la fin de cette émission et nous reparlerons justement transport en janvier avec Philippe Fournier, vice-président chargé des transports à la région. Merci beaucoup Harold Duvard d'avoir été au micro de RCF Loiret et de Max Centre. Merci beaucoup Frédéric Sabourin. Merci à vous. Donc cette émission est à retrouver en podcast sur rcf.fr ou sur le site de Max Centre en tapant maxcentre.fr. Bonne journée à tous et merci. Merci.